Bismillah. Une secousse soudaine se produisit et le paradis fragile se brisa en myriades de cristaux luminescents, jaunes comme des soleils, qui s'égayèrent de toutes parts. Carson Ledico poussa un cri et ouvrit les yeux. Le sol vibrait sous ses pieds. Il se redressa d'un bond, le cœur battant. Les trépidations se propageaient maintenant dans les parois. Le policier s'approcha d'une meurtrière et tenta de distinguer quelque chose. D'abord, il ne vit rien que la fumée grise. Il comprit que c'était ainsi que nul ne se doutait du départ des appareils. Tous, feu éteint, ils s'envolaient de nuit, protégés des regards par le torrent fuligineux qui projetait les cheminées. Puis les vapeurs se dissipèrent, une obscurité mouvante roula sur les flancs du cargo en vagues immatérielles. Tout à coup, une constellation de lumière se révéla, qui s'éloignait à grande vitesse. Les Dico connaissaient trop leur topographie familière pour hésiter une seconde à l'identifier. Les larmes lui vinrent aux yeux. Archivis, il quittait Archivis à bord d'un vaisseau spatial, pour la première fois depuis bien des années. D'abord, il ne songea qu'à dévorer des yeux le spectacle grandiose. Souffle court, étreint par une émotion enfantine, tant d'années s'étaient écoulées depuis son dernier voyage dans l'espace, qu'il éprouvait un frisson de plaisir indicible en contemplant l'immensité. Ces galaxies noyées dans des écharpes de brume dorée, ces lunes grêlées, ces étoiles filantes, il eut l'impression de respirer de nouveau après une longue claustration. Il reconnut sans hésiter Endymion 3 et sa ceinture d'astéroïdes, et à quelques parsecs plus à gauche Paracels Mina et ses océans déchaînés, plus loin Daren Fortuna et ses mines de sel. Les Dico égrenaient leur nom avec volupté, comme s'il s'agissait de formules magiques. Il n'en avait oublié aucune. Ils s'étaient si souvent repérés grâce à leur position autrefois. Mais quand le vaisseau mit le cap sur Chronos, à Thorem, son sourire béat s'effaça. Chronos à Thorem, la base d'envol des anciennes flottes de conquête, dont les équipements avaient officiellement été démantelés après la capitulation, et les occupants rapatriés sur Archivis. Or, à mesure qu'elle emplissait son champ de vision, à mesure que chacun de ses contours se divulguait, les soupçons de Carson Ledico se précisèrent. Elle présentait tous les signes d'une intense activité. Il se souvint des nombreuses fois où il l'avait observée du sol. Combien il avait été frappé par son éclat presque arrogant. Tandis que le cargo se positionnait en approche, Chronosotorum brillait de plus en plus, comme un phare, comme le but ultime. Les Dico comprit que le terrible secret d'Archivis était enfoui là, parmi ces bâtiments gris et massifs surmontés de projecteurs, ces pistes balisées sous les vitrages de cette immense coupole de verre qui surplombait tout le reste. Dès cet instant, Ledico se moqua de savoir s'il aurait jamais une chance de s'en sortir indemne. Il ne se faisait guère d'illusions. C'était le bout de la route, et par-dessus tout, il voulait savoir comment l'appareil s'exécutait sa manœuvre d'atterrissage. Il chercha un endroit où se cacher. Ravanant sa répugnance, il se glissa à l'intérieur d'un cercueil inoccupé de forme oblongue. Aménagé d'un hublot, quelques instants plus tard, le véhicule spatial se posait. Un panneau latéral s'ouvrit dans un chuintement de décompression. Une armée de manutentionnaires en combinaison protectrice et scaphandres puissamment éclairés s'introduisit dans la soute. Les décos n'avaient jamais vu de tel équipement. Ils n'étaient pas destinés à affronter une atmosphère hostile, car l'air de Chronos à Thorem avait de tout temps été respirable. Il en déduisit qu'il devait constituer une sorte d'armure. Contre quoi s'interrogea le policier. L'explication lui arriva simultanément. Les noctambules, d'une manière ou d'une autre, il s'agissait d'une protection contre les terribles prédateurs de l'espace. Ils étaient donc ici. Déjà, les employés sortaient les containers un à un. Comme les autres, Ledico fut aligné sur la plateforme d'un monorail dans sa position couchée. Il ne pouvait distinguer grand-chose. Pour autant, il accrocha de l'œil les étranges fusils surmontés d'une capsule lumineuse, qui équipait des soldats en uniforme de cuir. Leur étrange facture ne laissa pas d'intriguer le fin connaisseur en armes. Le train démarra dans un sifflement.
Il traversa la station puissamment éclairée à vive allure. Malgré le risque d'être repéré, Lédico ne put s'empêcher de plaquer son nez contre le hublot pour tenter de distinguer le paysage. Il ne voulait pas perdre une miette de l'incroyable décor qui s'offrait à lui. Des bâtiments sombres, flanqués de grues, des silos hérissés de cheminées fumantes et autres constructions de métal à la finalité inconnue. Il ne découvrit aucune présence de croiseurs ni de quelconque bâtiment de guerre. Sidéraux. Seuls quelques cargos semblables à celui qu'il avait emprunté dormaient à proximité de hangars en attente de maintenance. Mais les militaires étaient partout, certains formant des groupes à l'exercice, d'autres affectés à des tâches de surveillance. Si Lady Co avait jamais conçu le moindre doute quant à la réactivation du site, celui-ci était désormais levé. Le monorail pénétra sous un vaste hangar et stoppa sa course. Des pinces robotisées entrèrent une nouvelle fois en action et saisirent les containers pour les déposer sur des convoyeurs. À l'idée de subir un nouveau et interminable périple, Lady Co poussa un soupir accablé. Il prit son mal en patience. Pour passer le temps, il compta les lointains plafonniers qui s'engrenaient sous la voûte. Tout là-haut, baignant les environs d'une lumière crue. Il avait atteint le nombre de 26 lorsqu'il bascula sur une pente raide dans un nouvel entrepôt. Enterré cette fois où régnait un curieux clair-obscur, de part et d'autre du tapis roulant central s'étageaient des tubes de verre grands d'une hauteur d'homme remplis d'un liquide amniotique verdâtre, semblable au fluide qui irriguait les machines à rêve. Quelque chose flottait à l'intérieur, et Lédico frissonna en identifiant la silhouette confuse qui s'agitait doucement. Il dut s'éloigner du hublot pour ravaler sa nausée et traverser une véritable unité de fabrication d'embryons de noctambule. Il n'y tint plus. En dépit du danger, il repoussa brusquement le couvercle de son cercueil et jaillit à l'air libre. Il atterrit au bas du convoyeur, le cœur au bord des lèvres, médusé par l'extraordinaire spectacle de cette forêt de cristal, où s'agitaient en un ballet surnaturel ces machines à rêve en devenir. Il s'interrogeait sur le moyen de sortir de cette usine infernale lorsqu'une patrouille de garde, sanglée de cuir, se matérialisa au bout de l'allée. Il est ici, cria l'un des hommes. Intrus repéré, confirma l'autre dans son micro-émetteur. Je répète, intrus repéré. Élimination engagée. Au même instant, une sirène d'alerte résonna dans tout l'immeuble et d'inquiétants voyants rouges se mirent à clignoter. Dans un réflexe machinal, Lady Co porta la main à sa hanche, oubliant que son arme lui avait été retirée lors de son arrestation. De dépit, il se mordit la lèvre inférieure. Je suis le détective vérificateur Kerson Lédico, récita le policier. Je vous arrête pour constitution de groupe armé sans autorisation, sédition et trouble de l'ordre public. Pour toute réponse, les balles sifflèrent à ses oreilles et Lédico dut se plaquer au sol. Il chercha des yeux une issue, et il n'en vit pas. Levant la tête, il conclut que son seul salut viendrait du réseau de passerelles destinées au personnel d'entretien qui surplombait les éprouvettes géantes. Il se releva, bondit sur le convoyeur et se mit à courir en enjambant les containers. Des projectiles ricochèrent à quelques centimètres de lui, mais il n'en eut cure. Il avait repéré une canalisation basse qu'il pensait être capable d'atteindre. Il prit une impulsion sèche et se détendit de tous ses muscles. Il s'accrocha des deux mains à la tubulure et par un mouvement pendulaire parvint à se rétablir à califourchon. Utilisant ses bras comme balancier, il entreprit de longer la tubulure à la manière d'un funambule au mépris du déluge de feu dont il était l'objet. Par deux fois, il ressentit une douleur au bras et à l'aine. Mais il ne s'arrêta pas. Il parvint à se réfugier derrière une cheminée, grimaçant. Il constata que sa gabardine était déchirée et que du sang coulait sur sa main. Il estima que les blessures n'étaient pas sérieuses, mais elles ne le lançaient pas moins douloureusement. Au bruit de pas nombreux qui résonnait maintenant sous la voûte, il déduisit que les sentinelles venaient de recevoir du renfort. Il se hâta de trouver un meilleur refuge et se mit à courir sur les grilles qui sillonnaient les hauteurs.
Il avait atteint un carrefour lorsqu'un ordre claqua, retransmis par de puissants haut-parleurs. Cessez le feu! Vous risquez d'endommager les cuves! Kerson! Est-ce que vous m'entendez? Kerson! L'édico se figea. Un juron lui vint aux lèvres. Il venait de reconnaître la voix de Lorin Bane.